1690, Denis Papin met au point le piston à vapeur. Mais l'invention ne dépassera jamais le stade de prototype. 19e siècle, l'Europe se couvre de cheminées d'usines. Partout, des mineurs sont envoyés sous terre pour en extraire du charbon. Mars 1906, France, mine de Courrières. Une explosion souffle 110 km de galeries et tue plus d'1 millier de mineurs. Ces trois événements, intimement liés, sont des moments clés de l'exploitation du charbon en Europe et constituent l'envers du décor de la révolution industrielle. En 1690, un homme est cependant sur le point d'écrire une nouvelle page de l'histoire. L'ingénieur français Denis Papin teste sa toute nouvelle invention, un mécanisme qui fonctionne à la vapeur d'eau. Le concept est le suivant. Un cylindre contenant un piston est rempli d'eau. Porté à ébullition, l'eau se transforme en vapeur et pousse le piston vers le haut. Lorsque le cylindre refroidit, le piston redescend. Et le cycle recommence tant que le feu reste alimenté. Denis Papin vient de jeter les bases de la machine à vapeur, mais isolé, il ne parvient pas à développer le potentiel de son prototype. Quelques années plus tard, l'anglais Savary met au point un système pour évacuer l'eau stagnant au fond des mines. Son fonctionnement est un peu différent. L'eau est cette fois placée dans une chaudière, puis la vapeur est canalisée dans une enceinte étanche. Lorsque la vapeur refroidit, elle se condense et crée un vide. Ce vide est utilisé pour aspirer l'eau en contrebas. En 1712, un troisième ingénieur, Newcomen, élabore son propre système de pompage à partir des deux inventions précédentes, la première machine à vapeur de l'histoire. En 48 heures, deux hommes peuvent évacuer autant d'eau qu'une vingtaine de personnes et 50 chevaux, marchant nuit et jour pendant une semaine. Le succès est immédiat. Et ce n'est que le début, car les innovations ont aussi touché les autres corps de métier. La mise au point de la navette volante pour les métiers à tisser a quadruplé la productivité. 30 ans plus tard, elle est multipliée par 20. En Grande-Bretagne, la production explose, les prix baissent, le niveau de vie augmente, les banques accordent des prêts de plus en plus importants aux entrepreneurs, les académies fleurissent. L'innovation devient un but qui irrigue la société britannique en profondeur. L'Angleterre du XVIIIe siècle se passionne alors pour la science et ses applications pratiques. On met au point de nouvelles méthodes pour produire de l'acier. On croise les inventions en associant la puissance de la vapeur aux nouveaux métiers à tisser. C'est une véritable réaction en chaîne, un triomphe de la mécanisation, une révolution industrielle. Université de Glasgow, Écosse. Le jeune James Watt travaille à l'entretien des instruments scientifiques universitaires. Un jour de 1763, il se voit confier un travail particulier. Réparer un modèle réduit de la machine de Newcomen. Convaincu qu'il peut en améliorer le rendement, il l'étudie dans ses moindres détails. Il identifie ses points faibles, le nécessaire refroidissement du cylindre pour permettre la condensation de la vapeur et sa grande déperdition d'énergie. Pour contourner ces faiblesses, il ajoute au système une cuve séparée, le condensateur, idée qu'il protège aussitôt avec un premier brevet. Watt continue les recherches et met au point le principe de la double action. La vapeur est utilisée tour à tour sur les deux faces du piston. Il parvient ainsi à considérablement augmenter le rendement de la machine de Newcomen. Il brevette à nouveau son invention, s'associe avec l'industriel Boulton et part à la conquête du marché. Entre 1776 et 1800, ils vendent 500 de leurs machines. Leur succès est retentissant. Mais Watt ne s'arrête pas là. Est ajouté un indicateur de pression, un balancier amélioré pour conserver un mouvement rectiligne et un régulateur automatique de pression. Inspiré, il invente une nouvelle unité de mesure pour aider les investisseurs à bien saisir l'intérêt de son produit, le cheval vapeur. Un cheval vapeur équivaut à la puissance nécessaire à un cheval pour soulever 75 kg en une seconde sur une hauteur de 1 mètre. Forte de ses 15 chevaux vapeur, sa machine s'adapte à toutes sortes d'usages. Pompage des mines, engrenage des moulins, mais aussi chaudière pour locomotives et bateaux à vapeur.
L'énergie de l'homme ou de l'animal s'efface progressivement devant l'énergie minérale. L'Occident entre dans l'ère de la vapeur. Éclairage urbain, chauffage individuel, mécanisation agricole, transport ferroviaire, marine à vapeur. Tout ça grâce à une roche, noire et salissante, profondément enfouie dans les sous-sols depuis la nuit des temps, le charbon. Le charbon est un combustible fossile. Les innombrables chaudières qui fournissent la précieuse vapeur, moteur de la machinerie de la modernité, en engloutissent chaque jour des quantités astronomiques. Mais pour l'obtenir, il faut creuser et dénicher une veine. Ces couches riches en charbon qui serpentent sous nos pieds, parfois à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Et si, à la surface, le charbon permet à la machine de remplacer l'être humain, dans les entrailles de la Terre, les rôles s'inversent. Arracher la roche noire à la croûte terrestre exige des hommes. Chaque jour, des armées de mineurs convergent au pied des chevalements de mines. Ces grandes structures métalliques vont leur permettre de descendre dans les ténèbres, armés d'une simple lampe, à la recherche de ce minerai si précieux pour ceux d'en haut. Le rythme de travail est démentiel. Les fosses avalent des hommes à l'aube et, 14 heures plus tard, recrachent des gueules noires, couvertes de suie. Car les machines de la révolution ne doivent pas s'arrêter. Il faut alimenter ces ogres boulimiques dont le monde ne peut déjà plus se passer. Alors on creuse, toujours de plus en plus profondément. On gratte la terre, on évacue la caillasse, on dynamite la roche. Les terrils et les crassiers, où l'on accumule les déchets d'excavation, deviennent progressivement des collines, puis des montagnes. Au fond, après une descente vertigineuse dans le puits, les mineurs évoluent dans un dédale de galeries obscures, où règne chaleur, humidité et une atmosphère saturée de poussière de roche et de gaz stagnants. Le danger rôde. Les accidents sont quotidiens. On meurt dans des chutes vertigineuses, écrasés sous les éboulements, brûlés vifs par les incendies, noyés dans les inondations ou encore plus imprévisibles, pulvérisés par une explosion de poches de gaz, les fameux coups de grisou. Dans ce labyrinthe confiné, impossible de fuir. Les accidents emportent à chaque fois les travailleurs par dizaines, voire par centaines. Les corps souffrent, se déforment. Personne ne s'extrait indemne de la fosse. Et ce n'est que la partie visible, car les mineurs ne vivent pas vieux, victimes d'infections diverses. La silicose, cette faucheuse implacable, étouffe sournoisement ses victimes, même des années plus tard. Les salaires, misérables, dépendent du rendement. Alors, on ne prend pas de pause, on travaille sans relâche, on se tue à la tâche. Même les enfants sont mis à contribution. Il n'est pas rare de voir des femmes travailler jusqu'au jour de leur accouchement et de reprendre dès le lendemain. Les mineurs sont le combustible de la révolution industrielle. Le 19e siècle a été celui du libéralisme triomphant, mais aussi celui de l'émergence des idées socialistes. Car si le paysage a été radicalement modifié par l'apparition d'usines et de puits de mines, la société a, elle aussi, connu des changements en profondeur. Le capitalisme est un système dans lequel les moyens de production sont détenus par des personnes privées, favorisant l'innovation, la prise de risque et l'esprit d'entreprendre. Pour l'économiste Karl Marx, le travail est l'essence de l'homme et la société est divisée en deux classes. D'un côté, le prolétariat, donc les travailleurs, de l'autre, la bourgeoisie capitaliste incarnée par les patrons. Pour Marx, le prolétaire désigne celui qui n'a que sa force de travail à échanger contre un salaire. À l'opposé, le capitaliste est celui qui enrichit son capital en exploitant le prolétaire. Le rapport entre les deux classes est donc par essence très conflictuel, le capitaliste recherchant le profit, le prolétaire de meilleures conditions de vie. De la masse ouvrière émerge alors un élan nouveau, l'aspiration à la dignité humaine, à la justice sociale, à l'égalité.
le mouvement socialiste, à l'origine de ces idées, apparaît dès la première moitié du siècle. Ses représentants vont se placer en défenseurs des droits du prolétariat. C'est la lutte des classes. En France, au fond des mines de charbon, elle va prendre un tournant particulièrement singulier. Au début du 19e siècle, la France n'extrayait qu'1 million de tonnes de charbon par an. Au siècle suivant, ce sera 40 fois plus. Pour les actionnaires des mines françaises, c'est une magnifique réussite. Mais à quel prix? Les mineurs, exténués par ce travail dangereux et sous-payé, sont les laissés pour compte du progrès. Juridiquement inférieurs aux patrons, ils n'ont aucun recours face aux abus. La faim, l'alcoolisme, la violence, l'insécurité, l'analphabétisme, la promiscuité, la prostitution et l'insalubrité des logements sont leur lot quotidien. Pour augmenter le rendement, les patrons des mines se rendent compte qu'il faut maintenir les ouvriers en bonne santé et si possible proches du puits. Aux abords immédiats des exploitations, ils font bâtir des cités ouvrières avec commerce, écoles et bien sûr café et estaminets. La peur du chômage, sans indemnité, pousse les individus à accepter n'importe quoi. Mais progressivement, ils comprennent qu'ensemble, unis, ils peuvent faire bouger les choses. La grève générale, voilà leur moyen d'action. S'ils s'arrêtent de travailler, les mines ne produiront plus et les bénéfices chuteront. Alors là, peut-être, ils seront entendus. Le 17 mai 1833, les mineurs d'Anzin, excédés par une compagnie qui ne veut rien entendre depuis près de 10 ans, descendent dans la rue, armés de bâtons. Face aux mineurs en grève, l'armée oppose 3000 hommes de troupes et 3 pièces d'artillerie. L'État français ne plaisante pas avec l'approvisionnement en charbon. En 1844, à Rive-de-Gier, lors du transfert vers Saint-Étienne de 17 ouvriers arrêtés, l'escorte tombe dans une embuscade et répond par le fer et le feu. 4 ans plus tard, dans la région de Saint-Étienne, les mineurs parviennent à mettre la main sur un stock d'armes à feu. Déterminés, 400 d'entre eux attaquent un poste de gendarmerie pour libérer des prisonniers grévistes. Signe de l'évolution de la société, les grèves longtemps interdites sont autorisées par l'État en 1864. Mais les salaires restent les mêmes et les conditions de travail ne s'améliorent pas. Les grèves s'enchaînent, de plus en plus violentes. Attaques au wagon bélier à Lens, embuscades à la Ricamarie. À Aubin, des grévistes présentent leur poitrine aux forces de l'ordre en criant « Tuez-nous si vous voulez, tirez donc si vous l'osez !» En 1884, la loi Waldeck-Rousseau autorise la création de syndicats. L'action syndicale, fédératrice, va canaliser la fougue ouvrière. Les dirigeants des organisations de mineurs recommandent le calme et la modération. Les ouvriers, de plus en plus nombreux, sont même en mesure d'élire leurs propres députés. Une législation sociale se met en place progressivement. La condition ouvrière s'améliore. Interdiction du travail des enfants de moins de 13 ans. Indemnisation des accidents de travail. Journée ramenée à moins de 12 heures. Mais alors qu'en France, la condition des mineurs semble enfin s'améliorer, une terrible catastrophe vient rappeler à tous la réalité du métier. Le 10 mars 1906, à Courrières, une explosion souffle 110 km de galeries. Sur 1800 mineurs descendus le matin, plus d'1 millier ne remontera pas. Malgré les avancées sociales, les mineurs continuent à payer le prix du progrès.